Donc, comme on a dit, la première question, c'est faire une image de l'avenir du secteur dans 10 ans, avec tout ce qu'il y a comme évolution technologique, comme IA. Il n'y a pas seulement la technologie, non? Je vais parler un peu. Là, ouais. On ne fait pas trop long. OK. Alors, comment vous faites une image de ce qui sera le secteur en 2035? Il y a des grosses tendances qui nous permettent de faire les projections. C'est jamais facile et on a toujours tort. On a toujours tort. Mais ce que je vois sont trois grandes tendances. Il y a la tendance de la conférence, c'est la digitalisation, c'est la technologie qui va prendre plus en plus place dans les chaînes d'approvisionnement, dans tous les centres logistiques, les ports, les aéroports. On va voir beaucoup plus des jumeaux numériques et on va voir basé sur cette architecture plus en plus d'automation et sur une période de 10 ans, l'IA va aussi prendre sa position. Je suis convaincu que c'est un élément clé. On peut même dire que c'est une architecture et pas seulement un outil. Mais normalement, ça prend 10 ans pour se mettre en place. Si on voit qu'un projet informatique d'une échelle grande prend à peu près 3 ans pour la mise en œuvre, on peut imaginer 10 ans, ça se passe très rapide. Et l'IA va rentrer dans les entreprises par les paquets. Je ne vois pas les entreprises mettre en œuvre l'intelligence artificielle. Ils vont mettre en œuvre les solutions et dedans est l'intelligence artificielle. La deuxième tendance, c'est les développements géographiques. Et on a vu déjà, il y a 20 ans, une régionalisation des flux. Et la raison était le développement des pays émergents, comme la Chine, et l'émergence des plateformes régionales. L'Asie est devenue une plateforme très importante dans le monde. Donc on a vu moins volume transporté entre les deux plateformes, ou 3 plateformes principales. Notamment l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et si on voit les tensions géopolitiques d'aujourd'hui, ça va continuer. Donc on a des plateformes très fortes, Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Il y a une autre tendance, le début de cette évolution date des années début 2000, peut-être 2010, c'était le décollage. Ce sont des flux
entre les pays du sud global. Ça veut dire le Brésil, l'Afrique du Sud, ouais. Même l'Australie, ça ne rentre pas vraiment dedans, Chili. Et en considérant les développements géopolitiques, c'est clair que ces flux vont se développer rapidement maintenant. Et on voit ça déjà entre le Brésil et la Chine, entre l'Inde, la Chine, à cause des tarifs aux États-Unis. Et si on voit ce qui se passe en Amérique du Nord, ça devient aussi une très forte plateforme. Bon, je n'ai pas dit ça avant. Mais on va voir les trois plateformes plus un renforcement du monde sud du planète. Est-ce que le BRICS est le cadre de ceci? Oui, c'est le BRICS plus. Hein. C'est l'Indonésie, c'est Nigeria. Donc, c'est le BRICS plus. C'est un bloc maintenant. Et un bloc, je n'ai pas encore mentionné, c'est l'Asie sud-est, qui a encore énormément de potentiel. C'est une région de forte croissance, mais l'intégration n'est pas encore là. Mais je vois qu'ils vont s'intégrer beaucoup plus. Donc on va avoir une quatrième plateforme et toute l'histoire sud global, Global South. Et ça a un impact sur la troisième dimension, qui est le développement durable, la décarbonisation. Parce que ce sujet a les deux dimensions, une dimension technologique, mais aussi une dimension géographique. Et même une troisième, c'est une dimension managériale à travers beaucoup de secteurs. Ça veut dire, si on commence avec ça, il faut synchroniser les développements dans minimum 3 secteurs. C'est le secteur du transport, le secteur de la construction, production des véhicules, les véhicules larges, ça veut dire les avions, les drones, les camions, les bateaux, et le secteur énergie. Parce que tous les trois doivent être alignés, coordonnés, parce que si on a des bateaux qui sont green, mais on n'a pas les e-méthanol, e-hydrogen, biodiesel, toute cette gamme de carburants alternatifs, on ne peut pas aller très loin. Et une des problématiques là, et tout se passe par les avantages, par les incentives. Donc il faut aligner les incentives. Parce que si ça ne marche pas bien, on a trop de carburant, on n'a pas suffisamment de bateaux, ou on a plus de bateaux, mais les bateaux n'est pas un très grand problème, parce qu'à ce moment, on produit les bateaux des dual fuel. Ça veut dire qu'on peut les opérer avec les carburants traditionnels ou mettre les carburants alternatifs. Et la